Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Anastasio Karababas, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio J ce matin. On est très heureux de vous avoir en ce vendredi matin. Vous êtes historien, français et grec, spécialiste de l'histoire de la Shoah, mais aussi de la transmission de la mémoire aux plus jeunes générations. Vous donnez des cours, d'ailleurs de nombreuses conférences. Vous intervenez sur plusieurs médias, notamment la chaîne internationale i24 News, et puis sur beaucoup de médias grecs aussi, où chacune et chacun ici à Paris ne vous voit pas forcément, mais vous êtes un intervenant régulier de ces médias. Et par ailleurs, vous participez très régulièrement aux assises internationales contre le négationnisme de notre ami Frédéric Ancel. Alors vous nous revenez avec un livre qui m'a, je dois le dire à titre personnel, absolument passionné, parce que ce sont des histoires de communautés et évidemment sur Radio J, nous aimons raconter les histoires des communautés. C'est la communauté juive de Grèce, les juifs grecs et leur présence sur le territoire hellène de l'Antiquité à nos jours, aux éditions VA Éditions, sur les traces des juifs de Grèce. Je tiens à dire d'ailleurs que ce livre remporte un assez grand succès puisqu'il a été traduit en anglais, On the Footsteps of Greek Jews, voilà, mais aussi en grec, et je crois qu'il marche bien d'ailleurs en Grèce, d'après les chiffres que vous avez donnés, 2500, c'est beaucoup dans un pays de 11 millions d'habitants. C'est un livre passionnant donc qui retrace, on va dire, le destin des juifs grecs dans la diachronie. Alors, pour beaucoup d'entre nous, à tort ou à raison, il y a quelques noms qui viennent dans la culture francophone, on va dire. D'abord, celui d'Albert Cohen. En quoi était-il, selon vous, emblématique de ce judaïsme grec, très francophone, très francophile d'ailleurs, dans le cas de cet enfant de Corfou? Cet enfant de Corfou, donc, est né sur cette île magnifique. Il n'est pas resté longtemps, mais par contre, on le sent dans ses écrits que la culture grecque, la nootropie, on dirait que la mentalité grecque est très imprégnée. Même s'il va partir très vite à Marseille, la Grèce est forte en lui. Comment vous la définiriez, au fond, la mentalité grecque, et comment vous définiriez, Anastasio Karababas, sa réfraction, son influence sur les Juifs peuplant la Grèce dans la longue durée? C'est quoi la mentalité grecque? La Grèce est un pays plurimillénaire, et donc la terre de Grèce est chargée. Et donc elle est chargée en histoire. Elle est chargée aussi en mythe. Mais en mythe, pour nous, les Grecs, et je me mets dedans, le mythe, il est en nous. C'est-à-dire qu'on voit les légendes partout. On est très, on vit en communauté, on est très famille, on est très proche des traditions. On veut maintenir ce qu'on nous a transmis depuis des siècles et des siècles. Donc, si vous voulez, la tradition, l'identité sont très importantes en Grèce. Et contrairement en France, quand en Grèce, on parle d'identité, c'est une fierté, c'est un patriotisme, pas un nationalisme. Il y a d'ailleurs des points communs entre la Grèce et l'Italie, de ce point de vue-là. Ce sont des pays qui sont restés très imprégnés de leur tradition. Alors évidemment, la tradition hellène, et notamment depuis le nationalisme du 19e siècle, le philhellénisme, etc., c'est une nation moderne, mais qui se réclame de ses sources antiques, par définition. Quand on est juif en Grèce, dans l'ère moderne, comment est-ce qu'on concilie ce double héritage d'Athènes et de Jérusalem? Est-ce qu'il y a congruence de ces héritages ou est-ce qu'il y a quand même à la base contradiction d'une manière ou d'une autre entre le logos et la révélation? C'est-à-dire qu'en Grèce, pour être précis, il y avait, maintenant c'est un peu plus compliqué après la Shoah, évidemment, on va en parler. On va en parler, oui. La destruction était importante. Très importante. En tout cas, avant la Shoah, on peut dire qu'en Grèce, il y avait 3 principaux groupes de juifs, parce que tous les juifs grecs ne sont pas les mêmes. Absolument. Alors on peut commencer par le groupe historique, on va dire. Voilà, c'est en ça que je vais parler de la Grèce antique, qui est là depuis l'Antiquité. Le groupe historique, c'est bien avant l'arrivée des séfarades de Turquie, par exemple, ou qui parlent ladino, bien avant l'arrivée aussi de quelques réfugiés, parce qu'on les oublie souvent, des pays ashkénazes, de tradition ashkénaze, notamment l'Allemagne, évidemment la Pologne, et même la Russie. Il y avait cette communauté romagnote. Alors romagnote, le mot pour beaucoup de Français n'évoque pas grand-chose, on va dire, et même pour beaucoup de nos auditrices et auditeurs de Radio J, quand bien même ils sont cultivés. Alors c'est qui les romagnotes? Alors les romagnotes, ça vient du terme grec romios. Romios, c'était pendant l'Empire romain, la Grèce, ceux qui étaient hellénophones de l'Empire romain, on les appelait les Romii au pluriel. Romios au singulier, Romii au pluriel. Ils étaient hellénophones, polythéistes, et puis progressivement, ils ont adopté le christianisme. Voilà, on peut dire que ce sont des juifs hellénisés au sens de la polémique rabbinique qui s'en suivra. Ce sont les juifs hellénisés qui ont adopté la langue grecque, qui le parlent jusqu'à aujourd'hui. Le rabbin d'Athènes, par exemple, Gabriel Negrin, il est romagnote. Ils ont même inventé
une sorte de dialecte, bon, aujourd'hui qui s'est un petit peu perdu, qui s'appelle le yévanique. Yavan en hébreu, qui est la Grèce. Donc le yévanique, c'est un mélange d'hébreu et de grec. Et donc ces romagnotes sont la communauté la plus ancienne d'Europe, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis au moins, je dis au moins parce que les traces ne sont pas forcément toujours très claires, depuis au moins le 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors donc ce sont vraiment des témoins de l'antiquité juive au sens propre du terme. Tout à fait. Comment ça rétroagit sur leur culture d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui, alors pour le dire autrement, Anastasio Karababa, si on parle de la Grèce actuelle, du XXe siècle ou du XXIe siècle, de l'ère moderne, qu'est-ce qui caractérise les Romagnotes dans leur culture, hein, justement dans cet art de vivre, cet ethos dont vous parliez au début, par rapport aux autres juifs de Grèce dont on va parler dans un instant? Ils sont parfaitement grecs, les Romagnotes. Ouais. C'est-à-dire que même dans leurs prières, il y Ouais. a une partie des prières qui est en grec. Mhm. Et donc, si vous voulez, même dans les synagogues, par exemple, on dit que la capitale des Romagnotes, c'est Ioannina, dans Oui. le nord de la Absolument. Grèce, presque à la frontière avec l'Albanie. Voilà, dont un homme dont j'ai noté d'ailleurs le nom, est un éminent représentant, c'est le rabbi Moses Elisaf, Oui. qui est de là-bas. Hein, Alors, c'était pas un rabbin, c'était le maire. C'était le maire, pardon. Je pensais qu'il était rabbin aussi. Autant Non, pour non, moi. il était médecin. Il a fait un mandat, c'était le premier maire juif de Grèce en 2019, il a été élu malheureusement, il est mort l'année dernière et donc il n'a même pas eu le temps de finir son mandat, mais il était très apprécié. En tout cas, pour parler des Romagnotes, leur synagogue à Ioannina, on a l'impression presque qu'on rentre dans une église orthodoxe, orthodoxe Oui. chrétienne. Donc c'est dire c'est l'architecture, Alors c'est tout ça. on peut dire une forme de syncrétisme en réalité Bien sûr. judéo-hellénique, Mais oui. avec une orthodoxisation progressive en quelque sorte de Tout leur à fait. judaïsme. On peut Même dire leur ça. musique ressemble beaucoup à la musique grecque. À la musique des montagnes grecques, Alors, attention. Hein. Question C'est pas personnelle, vous, Karababas, vous êtes l'héritier par votre père d'une lignée grecque. Elle est romagnote plus ou moins ou elle est purement séfarade? Alors non, ma mère est séfarade. Mon père D'accord. est chrétien orthodoxe, grec. D'accord. Mais ma mère est séfarade, de D'accord. Tunisie par Je contre. pensais que votre papa était juif aussi. Non, mon père est orthodoxe chrétien, oui. D'accord, Oui. c'est ça. Alors ça, c'est encore une autre histoire. On va pas entrer sur ce terrain-là. Restons concentrés Ouais. sur les juifs. Alors, il y a un deuxième foyer de population historique qui passionne nos auditrices, passionne nos auditeurs, Anastasio, c'est le foyer salonicien. On peut dire que Oui. Salonique, il y a eu d'ailleurs une très belle exposition récemment au Oui. Musée d'art et d'histoire du judaïsme sur l'histoire de Salonique, l'histoire culturelle de Salonique. Salonique, c'est le foyer, on va dire, c'est le New York au fond du judaïsme séfarade au 19e et au 20e siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette singularité de la culture salonicienne dans l'histoire de la Grèce? Alors, pour que les gens comprennent, donc on a les Romagnotes qui sont là depuis l'Antiquité. Après, entre le 11e et le 14e siècle, on a quelques Ashkénazes qui s'installent dans le territoire parce qu'ils sont chassés et massacrés par les croisés, qui sur leur passage, évidemment, font des ravages. Et puis, il y a la troisième vague qui arrive en Grèce avec les séfarades, donc qui viennent c'est d'Espagne et du après Portugal. l'expulsion d'Espagne. hein, Voilà, après l'expulsion d'Espagne. Et il y a une quatrième vague, les Juifs d'Italie, au XVIe siècle. Et donc, ces Juifs, si vous voulez, en tout cas principalement les Juifs d'Espagne, qui sont majoritaires, Les clairement. Juifs d'Italie sont clairement séfarades, hein, pour la Oui, plupart bien d'entre eux, on sûr. est Il y a bien quelques d'accord. Ashkénazes aussi, mais D'accord. majoritairement séfarades, tout à fait. Ils fuient en fait l'Espagne pour arriver en Italie, puis en Italie, il y a aussi les Espagnols, donc ils partent vers la Grèce, et notamment vers Corfou. Et puis, donc, ces séfarades vont s'installer dans des territoires où il y a du commerce. L'Empire ottoman, qui est la Grèce à cette époque-là, veut développer le commerce. Qui sait mieux que les Juifs, notamment d'Espagne, développer les territoires, développer le commerce, développer le marché maritime, si vous voulez. L'idée, c'est de faire des comptoirs, hein, des Exactement. comptoirs portuaires, et les Juifs vont être ceux à qui on va confier le développement de ces comptoirs portuaires, en gros de Ioannina à Volos, en passant par... Alors, il y en a, c'est les montagnes, alors, donc c'est pas trop concerné. D'accord. Par contre, on a surtout, en tout cas dans l'Empire ottoman, les 3 villes qu'on veut développer, c'est Salonique, Istanbul, Smyrne. Ouais. Donc dans ces 3 villes, d'ailleurs, il y a beaucoup de Juifs. Il y a beaucoup de Juifs, absolument. À Thessalonique, c'est une ville qui a été un peu meurtrie, un Vous peu dites oubliée. Thessalonique, vous dites Alors nous, les Grecs, on dit Thessalonique. Oui, je sais bien. Les Turcs disaient Sélanique. Voilà. Et donc, on dit aussi Salonique. Voilà. Et donc, Thessalonique devient un comptoir très important. C'est un port qui est fermé le Shabbat entre le 16e et le 20e siècle. Mhm. Et donc, c'est une ville qui va compter jusqu'à 60% de sa population juive. Tout à fait. Bon, à partir du 20e siècle, sa situation va changer progressivement. À la veille de la Shoah, on est à 30%, 25 à 30% de juifs. Ce qui est quand même énorme, c'est 1 sur 3. C'est comme à Varsovie, hein, C'est avant la considérable. Shoah. Absolument, c'est considérable. Alors, on peut dire que Salonique a été aussi... C'est un élément qu'on doit évoquer, puisque vous êtes un des spécialistes de la Shoah et de la transmission de la mémoire. Salonique est aussi une ville martyre, c'est le moins qu'on puisse dire, suppliciée par le nazisme. Dans un premier temps, donc effectivement, c'est l'Italie fasciste qui va
exercer son autorité. Et quand l'Italie fasciste exerce son autorité, il n'y a pas encore de persécution, Non. mais elles interviendront à partir du moment de l'occupation allemande, enfin nazie, directe. Et là, on peut dire qu'effectivement, les persécutions ont lieu. En décembre 1942, si ma mémoire est bonne, on assiste à une profanation, à une destruction du cimetière juif séfarade de Salonique. Et sur l'ensemble des juifs qui peuplent le pays, sachant qu'une grande majorité est à Salonique, 59 000 des 79 900 juifs grecs de l'époque finiront dans les chambres à gaz. Je résume bien la situation. On peut dire que de ce point de vue-là, la Grèce appartient au pays qui, dans la mémoire juive, constitue des points d'accès traumatiques en raison du nombre très important d'entre eux qui ont été livrés aux Allemands. Si vous voulez, on a presque 90% de la communauté qui a été exterminée. Voilà. C'est un des chiffres les plus élevés d'Europe. Anastasio, soyons clairs, est-ce qu'on l'explique par le degré élevé qu'on prête, à tort ou à raison, à la population grecque non juive en matière d'antisémitisme? À Thessalonique, oui. Dans le reste du territoire, non. D'accord. C'est très compliqué parce qu'il y a 32 communautés officielles avant la Shoah en Grèce. Et chaque communauté a son histoire. Et dans la plupart des villes grecques, qui étaient des petites villes avant la Shoah, les liens avec les chrétiens étaient assez cordiaux. À Thessalonique, parce que c'est une ville où les juifs quand même avaient une grande importance dans le commerce, et donc il y avait une grande jalousie, l'antisémitisme était particulièrement important. C'est-à-dire que les Grecs de Thessalonique n'ont pas trop levé le petit doigt. Le reste, par contre, à Athènes, en Thessalie, dans le centre de la Grèce, il y a eu beaucoup de mouvements de résistance. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les nazis et les Bulgares, parce que les Bulgares ont aidé les nazis à déporter les Juifs, les nazis et les Bulgares ont été particulièrement violents avec les Juifs, mais aussi avec les Grecs. Et donc, c'est pas l'antisémitisme seulement, en tout cas, qui explique ce pourcentage élevé. Pour donner quelques chiffres, c'est un peu plus de 62 000 juifs qui sont assassinés ou déportés, parce qu'il y a des juifs qui sont assassinés sur place. Un petit peu plus que ce que j'ai donné. J'ai dit 550 000. Les chiffres ne sont pas... Vous savez qu'il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites. Et donc, on a une estimation entre 62 et 65 000 juifs qui sont exterminés en Grèce, ce qui fait presque 90% de la communauté. Et à Thessalonique, on est à 97% d'extermination. Alors, au printemps 1943, écrivez-vous, les membres de la famille juive menacée, la seule de l'île, sont déportés à Thessalonique. Donc là, en l'occurrence, on est sur l'île de Chios, sont déportés à Thessalonique, puis libérés en raison de leur nationalité italienne. Après la guerre, l'île n'a plus de juifs. Donc on peut dire qu'effectivement, de ce point de vue-là, historiquement, la Shoah en Grèce a décimé littéralement ce judaïsme grec. Si vous voulez, avant la Shoah, il y a 32 communautés officielles. Après la Shoah, il y en a difficilement 9. Voilà. Et sur les 9, il y en a en réalité 3 qui fonctionnent, on va dire, correctement. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué. Oui. Aujourd'hui, à Athènes, par exemple, il y a 2500 juifs. C'est la plus grande communauté. Devant Thessalonique, autour de 1000 juifs. Voilà. Après Larissa, dans le centre, il y en a autour de 300. Et puis le reste des petites communautés, c'est 20, 30, 40. À Rhodes, par exemple, il y a des juifs depuis l'Antiquité. Ils sont une vingtaine aujourd'hui. C'est ça. En Crète, il y en a une vingtaine aujourd'hui. Donc c'est vraiment... j'allais dire, des traces de plus en plus isolées de ce que fut ce grand judaïsme grec. Comment s'est reconstruite la communauté juive de Grèce, notamment à partir de son foyer principal, après 1946, qui est donc le foyer d'Athènes? Vous venez de l'évoquer, Anastasio Karababas. Tout à fait. C'est très compliqué. Oui, je sais. C'est très compliqué. Oui, ça se sent d'ailleurs... Dans le livre, je l'explique bien. C'est-à-dire que la Grèce est un pays qui continue la guerre, parce qu'il y a une guerre civile entre 46 et 49. Tout à fait. Entre, on va dire, les royalistes et les communistes, pour faire vite. Tout à fait. Et donc, c'est un pays qui, en 1950, est détruit économiquement, politiquement, instable. Il y aura la dictature. Bref, l'instabilité politico-économique et aussi l'antisémitisme, parce qu'il n'a pas disparu, font que la reconstruction est très compliquée. Un exemple, il y a 10 000 juifs en 1945 en Grèce. Il y en a autour de 5 000 10 ans plus tard, c'est-à-dire au milieu des années 50. La plupart sont partis, et d'ailleurs ils sont partis en Israël, parce que le mouvement sioniste après la Shoah, Israël c'est pas très loin, attire beaucoup de jeunes. D'ailleurs, des gens qui sont revenus d'Auschwitz, des juifs grecs qui sont revenus d'Auschwitz, ils partent en Israël et ils combattent lors de la première guerre israélo-arabe, et ils meurent, ironie du sort, pendant la première guerre israélo-arabe. Enfin, c'est terrible. Mais donc ce judaïsme se reconstruit malgré tout difficilement, et je tiens à dire, ça c'est très important, le réveil mémoriel en Grèce se fait depuis une quinzaine d'années. On va dire exactement. D'ailleurs, vous l'écrivez, je vous lis, le 10 mai 2010 est inauguré le monument en l'honneur des Juifs grecs victimes de la barbarie nazie. On peut dire que c'est un moment
en quelque sorte, d'anamnèse dans la société grecque, c'est un mot grec, hein, oui. voilà, de remémoration du crime Oui. commis entre 1940 et 1945. C'est très tardif par rapport à d'autres nations européennes. Néanmoins, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on développe maintenant notre propos, cela s'accompagne aussi d'une authentique redécouverte par les Grecs de leur passé juif ou de convivence avec les Juifs. C'est assez parallèle avec ce qui se passe en fait en Pologne, même si on peut critiquer par ailleurs beaucoup de Polonais. Enfin, il y a un processus tardif mais réel. Et dans le cas de la Grèce, cela s'articule, et j'aimerais que vous analysiez cette articulation avec le renouement d'une relation diplomatique, géopolitique de plus en plus étroite, en gros depuis le tournant des années 2010. En réalité, Israël se rend compte que les Turcs sont des faux amis, sous l'influence notamment du président Recep Tayyip Erdogan, et cherche dans la région, dans la Méditerranée sud-orientale, des nouveaux alliés, et va se tourner à partir de 2010, en gros, vers la Grèce. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la Grèce est partie prenante de l'OTAN, naturellement, et elle est très importante, elle est devenue très importante, avec ses 11 millions d'habitants, comme relais stratégique d'Israël, et même il y a des bases, il y a des bases communes, des bases partagées, des exercices communs, etc., qui participent, donc qu'on le veuille ou non, à la sécurité de l'État hébreu. Bien sûr. Alors la Grèce donc connaît un réveil mémoriel récemment. La Shoah entre dans les écoles récemment. Vous savez que moi, par exemple, j'ai passé mon bac en 2003, on n'a jamais parlé de la Shoah. Il y a 20 ans. La Shoah est rentrée dans les programmes scolaires donc récemment. Le gouvernement grec est très, très, très actif dans les commémorations, participe aussi. Il y a un nouveau mémorial à Thessalonique qui va ouvrir ses portes dans les prochaines années. Donc l'État grec est partie prenante de cette histoire. Et puis, si on veut élargir... Avec sincérité, il n'y a pas de calcul d'ordre politique. Il y a toujours des calculs. D'accord. Lesquels? C'est-à-dire qu'Israël est un allié. Ouais. Parce qu'on a en face de nous un géant turc qui est un peu instable et capricieux. Et donc, vous dire, il faut accélérer sur le processus mémoriel. Il faut accélérer. Voilà. Il faut accélérer dans tous les processus. Économiquement, je rappelle que la Grèce sort de la crise, donc elle a besoin de se réinventer. Et Israël est à la pointe de la technologie. On peut dire d'ailleurs que c'est le président de gauche, Alexis Tsipras, qui a pris ce virage, en quelque sorte, pro-israélien. C'est vrai. Ce qui est curieux. Oui, enfin, ce qui nuance peut-être disons le consensus qui peut exister actuellement, qui consisterait à dénoncer toutes les gauches européennes comme étant tentées par l'anti-israélisme. En fait, ça n'est pas forcément vrai, en tout cas dans le cas de la Grèce, on peut dire ça. Ce qui est très curieux, c'est qu'Alexis Tsipras, dans ses discours, était plutôt pro-palestinien, comme la gauche radicale l'est. Voilà. Et puis, quand il a été au pouvoir, il s'est rendu compte qu'il fallait mieux changer d'état d'esprit. Voilà. Bon, par contre, aujourd'hui, avec la Nouvelle Démocratie, donc le parti de centre-droit, les liens sont très clairs. Il y a un cordon, si vous voulez, Grèce, Chypre, Israël, avec un petit peu l'Égypte qui veut faire attention quand même, mais qui se rapproche aussi de ce cordon. Et ces liens, forcément, aident la mémoire. Et puis, il y a bien sûr l'économie. La Grèce est aussi un lieu stratégique. On est à la porte de l'Orient. Les Américains ont besoin de la Grèce. Israël a besoin de la Grèce. On peut dire à Anastasio qu'effectivement, oui, géographiquement, c'est un point de contact entre l'Occident européen, l'Europe de l'Ouest, l'arc atlantique, et l'Orient méditerranéen, qui est évidemment stratégique pour tous les pays européens en réalité. Tout à fait. C'est un point de contact. C'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait de la mentalité des Grecs, mais les Grecs c'est exactement ça. Ils ont toujours été entre l'Orient et l'Occident. Que ça soit dans leur mentalité ou que ça soit aussi dans la géopolitique. C'est l'histoire de la Grèce. La Grèce est européenne, mais elle est aussi orientale. Et je dois dire aussi que le mode de vie grec est très proche du mode de vie israélien. Et d'ailleurs, vous savez qu'en Grèce aujourd'hui, parmi les plus grands investisseurs, ce sont les Israéliens. Et le mode de vie, c'est-à-dire, vous voulez dire, on reste le soir tard, pendant l'été, toujours dehors, dans les rues, on chante, on crie. C'est des pays, si vous voulez, chauds dans la mentalité. Et pour ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'investissement, aujourd'hui, les Israéliens ne vont plus dans les pays arabo-musulmans parce que c'est compliqué et ils se tournent vers la Grèce. Donc ça, c'est intéressant pour l'économie grecque. Il y a des milliers de touristes israéliens qui viennent et qui investissent. Et donc ça, c'est intéressant. Alors, on va terminer sur des questions plus géopolitiques. Une dernière, vous êtes évidemment citoyen grec aussi, un historien engagé dans la cité, spécialiste de la transmission de la mémoire de la Shoah. Vous allez très souvent, vous habitez au fond entre Athènes et Paris. Vous observez encore des résistances dans les jeunes générations au récit sur la Shoah, ou bien c'est vraiment terminé? Terminé, non, c'est jamais terminé, mais nulle part, je pense. D'accord. Il y a un antisémitisme en Grèce, mais qui n'est pas plus important qu'un antisémitisme qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Mais une seule différence, ça il faut le dire, et ça je parle dans le livre de judéophobie. Absolument.
C'est pas un antisémitisme. Au sens étymologique du terme. Voilà. C'est plutôt un antisémitisme lié à la religion. Je rappelle que l'orthodoxie considère encore que les juifs, en tout cas officiellement, que les juifs ont assassiné Jésus. Oui, ou se sont trompés. C'est le problème. Ils se sont trompés, ils n'ont pas reconnu la révélation, la vraie révélation. Ça, on est en train de changer là-dessus, mais en tout cas, les nouvelles générations voyagent plus et sont beaucoup plus ouvertes. Et donc, c'est engageant et c'est intéressant pour l'avenir. Alors, Israël avait remercié la Grèce, on s'en souvient, pour son rôle joué dans l'interception de la flottille de la Liberté. Oui. Au large de la Crète. Donc les relations depuis sont plutôt des relations symbiotiques sur le plan géopolitique. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, Anastasio Karababas? On a encore un peu plus de 3 minutes. Qu'est-ce qui a changé depuis le 7 octobre? Est-ce que les liens se sont resserrés ou est-ce qu'une partie de la société civile grecque bascule du côté d'une justification du Hamas? Non. Bien sûr, il y a la gauche et l'extrême gauche qui sont pro-palestiniennes et qui sont très actifs. Bon, ces mouvements sont très actifs. Par contre, la société grecque n'a pas beaucoup changé là-dessus et le gouvernement non plus. D'ailleurs, vous ne croyez pas si bien dire, la semaine dernière, l'ambassade d'Israël a organisé une rencontre pour parler de ce pogrom du 7 octobre. Et de la nouvelle donne géopolitique qui est créée. La nouvelle donne géopolitique. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, rien ne semble changer les relations qu'il y a entre la Grèce et Israël. Alors, dernière question, c'est absolument passionnant. Sur les traces des Juifs de Grèce et des Juifs grecs et leur présence sur le territoire hellène de l'Antiquité à nos jours aux éditions VA Éditions, avec une préface, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de notre ami Serge Klarsfeld, Anastasio Karababas. Il nous reste un peu plus d'une minute là en direct sur Radio J ce matin. On parle souvent en France, notamment dans les institutions juives, avec effroi d'Aube dorée, comme si c'était un parti qui dominait le spectre grec. Oui. Quelle place juste, j'allais dire, faut-il donner à ce parti d'extrême droite? Ce parti néo-nazi, il n'existe plus en réalité puisqu'ils sont tous en prison. Oui. Parce que ce sont des assassins. Mais enfin, il a quand même des sympathisants. Et il a des sympathisants. Aujourd'hui, il y a un autre parti qui s'appelle les Spartiates. Tout à fait, qui a pris sa suite. Voilà, qui veut édulcorer un petit peu, qui essaye de ne pas trop montrer qu'il est néo-nazi. Qui essaye de se dédiaboliser. Voilà, mais c'est moi, l'extrême droite et la droite nationaliste en Grèce, c'est autour de 10 à 12%. Depuis la crise, c'est ça. Vous nous dites clairement, vous êtes un très bon spécialiste de ce sujet, c'est contenu, c'est-à-dire ça n'est pas une menace, il ne risque pas un jour d'être au pouvoir. Alors, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont loin d'être au pouvoir. 10 à 12%, c'est loin quand même de la majorité. Est-ce que la Grèce... Mais attention, il faut toujours condamner les propos, parce que parfois les propos sont clairement racistes et clairement antisémites, même si aujourd'hui ils font un peu plus attention. Alors Anastasio Karababas, en 30 secondes, est-ce que d'après vous, la Grèce va jouer un rôle dans le solution making ultérieur, bien sûr avec les Américains, du conflit Israël-Hamas? Fondamental. Jouer un rôle fondamental. La Grèce joue un rôle fondamental, la Grèce. C'est-à-dire? Et la Grèce, comme il y a la Turquie encore une fois en face, la Grèce aujourd'hui veut montrer que face à l'instabilité turque, nous sommes là pour prendre les bonnes décisions et pour essayer de jouer un rôle dans la stabilité de la Méditerranée orientale. Et la position sur le conflit israélo-palestinien s'agrémente d'un plaidoyer pour la création d'un État au sommet de l'État grec? Oui. Mais ça, c'est comme dans toute l'Europe. C'est un peu pareil, la Grèce aussi. C'est-à-dire qu'on pense toujours que la solution à 2 États va donner la paix. Va donner la paix. Merci infiniment d'avoir fait un tour par Radio J, c'est passionnant. Je rappelle, sur les traces des Juifs de Grèce, VA Édition, Anastasio Karababas, grand spécialiste du sujet. Et je remonte pour la caméra, si j'ai encore une seconde, voilà, je monte son livre. Faut l'acheter.